Salut et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo pour parler donc des types de variables. Les types, c'est quoi? Parce qu'on en a parlé dans la dernière vidéo. Donc j'ai dit qu'on pouvait créer les variables, leur attribuer une valeur, et ces valeurs ont des comportements différents qu'on va appeler des types. Ça peut être donc un chiffre, une chaîne de caractères, un symbole, etc. On va le voir ici dans cette vidéo. Il faut savoir ces comportements que l'on appelle donc des types. Il y a 7 types dont un composé en JavaScript. On va les voir un par un, à commencer par la chaîne de caractères, mais avant toute chose, je vais t'apprendre un opérateur. C'est l'opérateur typeof. L'opérateur typeof en fait te permet de pouvoir vérifier le type d'une variable. Donc imaginons, je crée la variable. Hop. Je vais créer la variable test qui contient chiffre 27. Et bien, si on fait un console.log de test, voilà, on se fait un petit node JavaScript, on obtient bien 27, mais si on fait un typeof, je suis même pas sûr qu'il est bien écrit. Ouais, bon, il était bien écrit. Donc, si on fait en revanche un typeof, eh bien, il nous affiche que c'est un number. Voilà. Si en revanche, on fait ça une chaîne de caractères, hop, vous voyez, ça a changé, c'est une string. Alors, on va détailler les types un à un, pas de souci. Juste, voilà. Tu peux faire un console log, un typeof, ensuite le nom de la variable. Faut savoir que tu peux y mettre des parenthèses, de cette manière là, typeof parenthèse, entre parenthèses ta variable, ça va afficher la même chose. Bon, en revanche, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire uniquement parce que c'est un opérateur, il faut bien s'en souvenir, ce n'est pas une fonction. Mais les opérateurs, je vais en parler vraiment dans une autre vidéo où on va revoir un petit peu plus en détail le typeof. Ceci est une chaîne de caractères. Donc hop, chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères s'écrit, voilà, les chaînes de caractères s'écrivent avec des simples ou double guillemets, voilà, donc ceci ou ceci. Voilà, ce sont les deux manières. Donc tu peux écrire hop, test ceci, ça va te mettre que c'est une string, et si tu fais ceci pareillement, eh bien c'est pareil, ça t'affichera quand même une string, il n'y a vraiment aucune différence à ce niveau-là. La différence, elle se trouve où? Entre les doubles et les simples guillemets, outre le fait que, par exemple, outre le fait que certaines syntaxes vont privilégier plutôt le double guillemet par convention plutôt que le simple guillemet. C'est très simple. Imaginons ici, nous voulons recréer un hello world en chaîne de caractères. Donc si on fait typeof test, donc ça nous affiche bien une string. Ok, voilà, on va les mettre en double guillemets pour plutôt illustrer. Si par exemple, si je mets un bonjour, je m'appelle Marco, il n'y a strictement aucun problème. Ok, ce n'est jamais que une chaîne de caractères, elle fonctionne toujours, elle est toujours décrite comme une string. En revanche, si au lieu des doubles guillemets, j'aurais mis des simples guillemets, eh bien, vous voyez qu'il se passe un petit problème. Pourquoi? Eh bien parce que lui détecte comme l'apostrophe et le simple guillemet sont exactement les mêmes caractères. Eh bien, il définit que la chaîne de caractères, c'est bonjour je aime, et le appel Marco, il dit est-ce que c'est une variable que tu appelles, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu mets un autre guillemet, tu commences une autre phrase, pourtant je ne vois rien d'autre. Enfin bref, il se dit il y a quelques petits problèmes.
Alors, imaginons qu'on veuille quand même garder les simples guillemets, hein, parce que une solution simple serait de mettre des doubles guillemets, mais imaginons on met des simples guillemets, ben on n'aurait qu'à faire donc mettre un anti-slash devant l'apostrophe. Donc moi ici c'est Alt GR, donc 8, mais il faut voir donc selon ton clavier ce que ça donne. Donc tu fais un anti-slash, et tout d'un coup en fait il définit que le bonjour je m'appelle Marco, donc que l'apostrophe est bien un apostrophe et non pas un guillemet pour pouvoir initialiser une chaîne de caractères. D'ailleurs, si au lieu de faire un type of test, on fait juste un console log classique, eh bien il me met tout simplement bonjour je m'appelle Marco, et le type of définira toujours que c'est une string. Donc voilà, retiens surtout que le nom d'une chaîne de caractères c'est string. Voilà. Ainsi tu le sauras bien, dès que tu vois le mot string, tu sais bien qu'on parle donc d'une chaîne de caractères. Alors, cela fonctionne en fait pareillement avec des doubles guillemets. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, on se dit ok, pas besoin ici, mais imaginons que je voudrais mettre entre double guillemets Marco. Ok, je l'ai mis en double guillemets et là, paf, il me fait le même type d'erreur. Eh bien, c'est exactement pareil, il faut mettre un anti-slash donc devant les caractères que tu veux désigner comme faisant partie de la chaîne de caractères plutôt que des caractères qui vont initialiser une chaîne de caractères. Bien, alors ça c'était pour les strings, mais ce n'est jamais qu'un type parmi les 7 autres et un autre composé. Donc ensuite nous avons donc les booleans ou les booléens. Voilà, apparemment donc j'ai appris que on appelle ça un booléen, voilà, parce que le gars qui a trouvé ça donc s'appelait Georges Boole, un truc comme ça. Enfin bon, ça c'est de l'histoire, on en reviendra peut-être plus tard. Donc les booleans, c'est quoi? En fait, c'est le vrai ou le faux logique. Donc les deux seules valeurs donc d'un booléen, c'est true ou false. Donc true pour vrai, false pour faux, ça paraît plutôt logique si tu connais un poil d'anglais. Maintenant, il faut savoir que donc pour les booleans, donc imaginons hop booléen, voilà, je crée donc la variable booléen et elle est égale à true. Faisons un petit console.log de booléen. Alors on va peut-être retirer donc le voilà, je l'ai mis en commentaire, ainsi ça ne va pas nous mettre des doublons dans la console. Il met que c'est true, ok, et en faisant le type of, il va me dire c'est un booléen, voilà, boolean. Donc concrètement il y a des particularités, donc ce n'est pas juste vrai ou faux, parce que forcément plus tard je te montrerai un petit peu donc dans une autre vidéo comment pouvoir vérifier donc comparer en fait des variables l'une avec l'autre, mais ici on va vraiment juste parler des types, on va pas encore parler des opérateurs. Il faut savoir donc que il y a certaines particularités, parce que si mettre true ou false ça arrive, c'est pas non plus la manière la plus fréquente d'utiliser une booléenne. En fait, il faut savoir, par exemple, hein, que, hop, je vais faire ceci, que si on fait donc 0, eh bien, il est considéré comme false, tandis que 1 est considéré comme true. Donc, imaginons tout simplement, te préoccupe pas des caractères que je vais utiliser si tu ne comprends pas tout, juste c'est pour pouvoir illustrer donc le 0 ou le 1. Donc si on fait donc est-ce que 0 donc est vrai, donc le point d'interrogation veut juste dire une vérification, donc en booléen est-ce que c'est vrai. Alors s'il est vrai, eh bien tu me fais un console.log donc de true, hein, on va pas chercher midi à 14h. Sinon, le deux points veut juste dire sinon, donc si il est false, eh bien on va faire un console.log
console.log false. Oups. Ok, on met ceci en commentaire. Et il me marque que c'est false. Si en revanche je mets le 1, est-ce que le 1 est vrai? Il me met, ben oui, il est vrai, tout simplement. Voilà, c'est juste pour pouvoir illustrer donc le 1, ça c'est juste une manière donc de pouvoir vérifier les chiffres, mais en fait aussi les variables. Imaginons booléen. Voilà, on réappelle donc booléen. Donc booléen, est-ce que booléen est vrai? Normalement, il devrait marquer que c'est vrai. Voilà. Donc c'est évident parce que bah, c'est une booléenne, on lui a mis le trou. Mais imaginons que au lieu de mettre une booléenne, je mets le fameux hello world. Eh bien, il nous met que c'est true quand même. Bizarre, pourtant c'est une chaîne de caractères, et si on fait un type of de booléen, bah, il va juste nous dire c'est une chaîne de caractères et pas un booléen. Le pourquoi, c'est parce qu'en fait les booléens aussi c'est de la manière donc de pouvoir vérifier si quelque chose, si une variable donc a été donc remplie d'une valeur ou pas. Ce qui veut dire que si je ne mets aucune valeur donc à la variable booléen, il va marquer c'est false. Voilà, tout simplement parce que il n'y a pas de valeur et du coup il définit que elle est fausse parce que il n'y a aucune donnée qui a été rentrée dedans. Donc après tu peux mettre n'importe quoi comme autre donnée, imaginons 21 trou, et même si on lui donne la valeur 0, il nous met que c'est false pareil. C'est toujours donc des précisions donc à montrer, c'est toujours intéressant donc de le savoir parce que en fait une fois que tu vas être un petit peu plus avancé, tu vas finir par faire des vérifications en fait de cette manière-là, sans forcément marquer des est-ce que telle variable donc est strictement égale à true ou commencer à faire donc des systèmes avec des booléennes venant de nulle part. Alors forcément, c'est pas très sexy, mais on montrera ça donc dans d'autres vidéos, avec la vidéo des opérateurs bien plus précisément, bien évidemment. Ici, je répète encore une fois, on ne va parler que des types. Donc ça, c'était pour les booleans. Alors maintenant, on va parler donc d'un autre type qui, en revanche, est un petit peu plus complexe, alors pas compliqué mais complexe. C'est la variable de type number. Alors ça paraît super simple. Pour autant, il y a pas mal de choses à expliquer donc sur les numbers. Tu dis ouais mais mec, vas-y, je n'ai qu'à créer donc une variable, je lui mets 23, ok, je fais avec console.log ma petite vérification habituelle, hop de nombre. Eh ben qu'est-ce qui va me passer? Il va dire ben voilà, c'est un number, il n'y a pas d'autre chose à savoir. Eh bien, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus. En fait, il y a beaucoup de petits astérix qu'il faut savoir en bas de la page, par exemple. Imaginons que tu fasses donc un nombre décimal, c'est-à-dire tu ajoutes un point plus des chiffres derrière. Tu peux en mettre plein, mais voilà. Qu'est-ce que cela va faire? Bah, il va marquer aussi que c'est un number. Mais en fait, dans la machine, bah, en fait, ce sont tous des floats. Donc, si tu t'y connais un petit peu donc dans les autres langages, les types floats, en fait, sont les nombres décimaux principalement. Les numbers, en fait, ce sont des floats doubles, donc représentés sur 64 bits. Donc, le fait qu'ils soient représentés sous 64 bits, ça veut dire que les numbers ont des limites. Alors, ce sont des limites, alors je l'ai noté donc par ici. Donc c'est une limite qui se trouve entre moins 2 exposant. Donc ça c'est aussi un opérateur, t'en fais pas. C'est tu vas vraiment comprendre ce que c'est donc dans la vidéo des opérateurs. Donc la limite donc est de moins 2 exposant 53, c'est ça? Exposant 53, le tout moins 1. Jusqu'à, donc 2 exposant 53 moins 1.
Voilà, c'est juste donc ces deux chiffres-là, donc un en négatif et l'autre en positif, bien évidemment. La limite doit se trouver entre ces deux-là. Voilà, il y a des manières donc de pouvoir vérifier donc si le nombre donc se trouve exactement dans les limites, mais je traiterai ça bien évidemment dans une autre vidéo. Je ne vais pas me répéter éternellement. Il faut savoir aussi que les numbers ont trois valeurs un peu spéciales. Alors, tout simplement, je vais le faire ici. Alors, c'est le infinity, infinity positif. Il y a le moins infinity, donc l'infinity négatif. Donc, juste pour pouvoir représenter s'il est à l'infini ou négatif infini, basiquement. Parce que, évidemment, tu ne peux pas atteindre l'infini d'une certaine manière, vu qu'il y a une limite par ici. Forcément, c'est de l'informatique. Donc, exprimer l'infini, autre que par de l'algèbre, c'est un petit peu difficile, on va dire. Donc, forcément, on a inventé donc le infinity et le moins infinity pour pouvoir représenter tout simplement l'infini. Alors, il faut savoir qu'il y a une troisième valeur, c'est le nan. Alors, que veut dire le nan? Ça veut dire not a number. Donc, ceci n'est pas un nombre. Alors, je vais te montrer dans la console ce que ça fait. Si on fait donc un type of de nan, en fait, je vais même pas faire nombre, je vais juste faire le type of de nan. Eh bien, il nous met que c'est un number. Voilà. Donc, la partie donc ceci n'est pas un nombre, eh bien, c'est un nombre. Voilà. Faut pas poser plus de questions, il y a pas mal de petites incohérences logiques, du moins, parce qu'il y a une logique machine, il y a une logique informatique, mais ce n'est pas une logique humaine, on va dire. Mais pas de panique, c'est le fait que ce soit un number ou pas, ça peut potentiellement se trouver être un défaut donc dans des applications, donc si tu commences à faire pas mal d'expérimentation, mais basiquement voilà, si tu fais bien les choses, tu n'auras jamais un type d'erreur avec nan écrit. Alors aussi quelque chose d'autre à savoir parmi les incohérences donc de JavaScript, eh bien si je fais donc 0.1 plus 0.2, en toute logique, on devrait arriver à 0.3. Eh bien, pourtant, ce n'est pas strictement égal à 0.3. Ce n'est pas du tout 0.3 qu'il arrive. On va tout simplement faire la petite expérimentation. Donc, nous faisons 0.1 plus 0.2. Si nous faisons donc un console.log, voilà. Il ne nous met pas exactement 3. C'est 3 et quelque chose. En fait, il me semble que ça, c'est la valeur de 1 bit supplémentaire. Donc, c'est vraiment pour te montrer que ce n'est pas exactement... En fait, tout ce qui est donc décimaux en JavaScript a quelques petits défauts. Le pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une mantis. Donc, ça s'écrit comme ceci, si tu veux, donc si tu veux te renseigner là-dessus, eh bien en fait la mantis c'est quoi? C'est juste un surplus. C'est un surplus parce qu'en fait une valeur, donc une variable sans valeur n'est jamais sans valeur réellement en fait. Et c'est pour ça que voilà, quand on connaît bien JavaScript, on remarque beaucoup de petites incohérences comme ça, beaucoup de trucs qui sont assez chiants, il faut le dire. Ça veut dire que tu ne peux pas exactement donc jouer avec des nombres décimaux parce qu'il y aura toujours un surplus. Alors, le pourquoi exactement ça arrive avec les nombres décimaux, parce que ça n'arrivera pas avec des nombres entiers, eh bien tout simplement parce que un nombre décimal, on va dire, tu ne peux pas faire 0.1 d'un bit, enfin, je ne sais plus exactement comment est-ce que ça a été expliqué quand je m'en suis renseigné sur la mantis, mais il faut juste penser qu'une variable n'est jamais vide, il y a toujours un bit restant, et ce bit restant se répercute justement dans les nombres décimaux, tandis que si je fais donc
1 plus 1, eh bien ça nous donne bien 2, il n'y a pas de problème à ça. Si je fais donc 1 plus 0.1, ça nous fait pareil aussi. Si on fait 0, donc plus 0.2, il nous fait en fait le truc tout aussi bien. Ben, il n'y a pas de panique en fait, mais il faut rajouter un nombre rond, tout simplement, si tu veux éviter avoir quelques petits soucis du genre. Voilà, c'est un petit peu donc ce qu'il faut savoir à ce niveau-là. Donc si tu veux avoir des résultats propres de cette manière-là, et pas comme on a vu juste ici, donc avec 0.30004, voilà. Si tu ne veux pas avoir ce genre de résultat, évite de ne mettre que des nombres décimaux, fais plutôt avec des nombres entiers. Voilà. Donc ça c'était pour la partie des nombres, donc je t'ai expliqué la mantis. Alors, il y a aussi donc quelque chose qui s'apparente aux numbers, mais ce n'est pas des numbers, ce sont les big int, donc on va dire les gros integers. Integer c'est quoi? Eh bien c'est un chiffre rond. Voilà, c'est tout simplement c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 10, c'est 11, c'est juste pas des nombres décimaux, un integer. Cependant ici, ce n'est pas donc le but donc de faire donc des nombres décimaux, parce que le but principal du big int, c'est de manipuler en fait des chiffres beaucoup plus grands que les numbers. Ça représente en fait des entiers, donc des integers, donc avec une autre précision. Ça, il me semble, dans la documentation, on parle donc de précision arbitraire, donc utiliser donc c'est ça, des nombres donc beaucoup plus grands que les numbers. Alors, ça se comporte vraiment pas différemment donc d'un number, mais ça ne s'écrit pas comme un number. Ce n'est pas tout à fait égal à un number. Donc si je mets donc un big int donc de 1 et que je fais donc un number de 1, ben, techniquement ça ne devrait pas être égal. On va tester ça tout de suite. Donc ceci est voilà, un n, c'est la manière dont on écrit un big int. Donc si on fait un type of de un n, ça nous donnera big int. Mais pour l'instant, on va faire juste donc le big int est-il strictement égal à 1? Eh bien il nous met que c'est false. Voilà. C'est aussi une des manières donc de pouvoir vérifier en fait avec les booléennes. Voilà. Le 1 d'un big int n'est pas le 1 d'un number. C'est très proche en revanche. Ouais. En revanche, leurs valeurs sont très proches, mais ne sont pas tout à fait ça. Tout simplement, le pourquoi, c'est encore cette histoire de mantis, le bit restant. Mais ça, ce sont vraiment des détails très techniques, ça ne te rendra pas meilleur développeur. En revanche, ça te donne vraiment pas mal, donc ça te permet en fait de donner un nom sur le type d'erreur, si tu auras l'erreur un jour, bien évidemment. Mais je pense que, comme tout le monde, tu vas finir par avoir ce même type d'erreur, mais au moins tu sauras donc quoi chercher donc pour pouvoir définir cela. Donc le big int donc s'écrit voilà, le big int donc s'écrit donc de cette manière-là, toujours avec un n. Tu peux faire ceci, tu peux mettre des exposants, tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux. Si on fait un type of donc de big integer, oups, ça nous donne bien le type big int. Voilà. Alors la principale caractéristique, c'est que tu peux aller au-delà de ce chiffre-là, il me semble. On va vérifier d'ailleurs ça tout de suite. Donc 2 exposant 53, et on ne met pas le moins 1 en fait. Donc 2n donc exposant 53. Non. Voilà,
c'est intéressant, ça je ne le savais pas, ben, je viens de l'apprendre aussi. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'en fait tu dois forcément, donc quand tu utilises un opérateur, tu dois utiliser donc des big int aussi. Tu ne peux pas en fait le multiplier, le diviser, l'ajouter à un number. Ça apparemment ça va faire une erreur de ce type, mais voilà. C'est juste donc si tu utilises un big int avec donc avec un exposant, eh bien tu dois lui aussi lui mettre donc un n pour dire que c'est un big int. Et on peut faire donc big int, donc ceci plus un n du coup. Je suppose que ça va faire pareil. Voilà. Donc là, on est au-delà des limites donc que peut donner un number. Tout simplement parce que là, déjà en fait, rien que mettre donc 53 n, eh bien ça nous permet déjà d'être 1 au-delà de la limite. Eh bien là, ici, on a dépassé la limite de 2. Donc voilà, le big int permet vraiment de manipuler des chiffres beaucoup plus grands que le number. Donc c'est beaucoup plus utile si tu as donc en général ça va dans les programmes de plus grande envergure. Eh bien tu as besoin donc de plus de précision, mais des chiffres ronds très grands. Eh bien dans ce cas-là, le big int va te permettre de faire cela. Alors il y a aussi un autre type de variables qui sont la undefined, donc tout simplement indéfini. Juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable n'a pas de valeur. Voilà. Imaginons que je fais donc une variable qui s'appelle pas de valeur. Et au lieu de lui mettre donc un égal, de lui mettre une chaîne de caractères quoi que ce soit, je ne fais rien. Voilà. Et bien, hop, quand on fait un console.log donc de pas de valeur, il va nous marquer undefined. Et même si on va mettre un type of donc de pas de valeur, il va nous mettre que c'est undefined, mais cette fois il va nous dire que c'est un type et non pas ce que contient la valeur, tout simplement. Le console.log donc sans le type of, ça nous donne la valeur, c'est-à-dire la valeur est indéfinie, le type il n'y a rien en fait, et le type of nous donne le type de la valeur, et comme il n'y a pas de valeur, ben le seul type c'est indéfini, aussi simple que ça. Il n'y a vraiment rien d'autre à savoir d'autre que c'est indéfini, que ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Donc le jour où tu auras donc undefined qui arrive quelque part quand tu testeras ton code, eh bien il va se passer que tu sauras que c'est une valeur, une constante ou une variable qui n'aura pas de valeur. Alors, au-delà de undefined, il y a donc un autre type, c'est le type des symboles. Alors, les symboles, c'est un petit peu plus particulier, parce que les symboles, c'est pas quelque chose de très utilisé. C'est tout de même utilisé à très petite échelle. Je n'ai d'ailleurs trouvé que un type d'exemple où c'était utilisable. Donc pour te dire, j'en connais pas grand chose, je n'ai jamais utilisé concrètement le type symbole. Juste imaginons donc que tu crées une variable qui est pour symbole. Eh bien pour pouvoir donc définir que c'est un symbole, eh bien il faut mettre donc symbole, ensuite entre parenthèses la valeur de symbole. Donc imaginons le nom de ce symbole c'est la clé 1. Ensuite, la réutilisation, ça va être donc dans des objets. Alors, on va en venir un tout petit peu plus tard donc dans cette vidéo. Mais concrètement, il faut le mettre donc dans... il faut le mettre donc dans un objet. Donc, hop, je crée un objet et entre crochets en fait, bien on va mettre le nom en question. Donc ici notre variable c'était pour symbole, ben, on va lui dire que sa valeur est maintenant donc de hello world. Donc ceci étant fait, donc on peut dire ouais mais ok, mais qu'est-ce qu'il se passe, parce que en fait quand tu fais donc je fais ici un console log, que tu appelles un objet et que tu essayes de faire donc pour symbole, oups,
pour symbole, eh bien il va te faire une erreur si tu essayes de vérifier cela. Il te met une defined en fait. Il te met ouais bah c'est indéfini mec, qu'est-ce que tu essayes de me chercher? Alors en fait il faut juste faire un console log d'un objet pour pouvoir comprendre ce que ça fait. Voilà, il nous met que c'est un symbole qui s'appelle clé 1 et qui a pour valeur hello world. Donc ça sera tout pour l'objet symbole parce qu'en fait ça permet juste en fait de pouvoir utiliser éventuellement donc plusieurs fois donc un même nom. Ça permet d'éviter des effets de bord. Bon, c'est très particulier et franchement si tu en arrives au cas d'utiliser donc des symboles, eh bien c'est que je suppose que tu as énormément de classes, énormément d'objets dans ton code. Dans ce cas là oui, ça va devenir intéressant de plus se pencher sur les symboles, mais autrement je ne vois pas donc dans un code basique, hein, je parle bien donc dans une utilisation quotidienne, je ne vois pas vraiment pourquoi utiliser donc un symbole dans quelque chose de plus simple. Alors, on va en venir donc à un autre type, le type null. Alors, donc null donc n'a qu'une valeur, c'est null. C'est aussi simple que ça. Imaginons donc variable nulle. Donc tu connais la musique, on crée une variable et la seule manière donc de pouvoir vérifier si une variable est nulle, tout simplement c'est de lui ajouter la valeur nulle, parce qu'il n'a qu'une valeur nulle. C'est tout simplement, c'est quand tu vérifies une variable, quand elle n'est pas créée, mais que la référence est quand même existante. Donc c'est un cas mais très particulier. Mais en gros, si tu envoies donc null qui est écrit donc dans ta console, ça veut dire que ta variable tout simplement n'existe pas. Voilà, c'est pas qu'elle a une define, c'est qu'elle n'existe pas. Alors, si on fait variable null, donc un petit console log, il nous met bien que c'est nul. En revanche, si on fait un typeof de variable nulle, eh bien tu te dis, ben dans ce cas-là, on devrait pouvoir vérifier donc que c'est un type nul. Alors non, en fait. Tout simplement parce que ceci n'est pas un type. Voilà, c'est si je mets donc ceci, eh bien il va me mettre que c'est une fonction par exemple. Voilà, tu dis mais oui, j'ai marqué que c'est une string. Alors le pourquoi, c'est tout simplement parce que pour pouvoir vérifier, c'est un petit peu plus complexe donc à expliquer, mais basiquement, oui, ceci donc devrait ne pas être un type en fait, c'est qu'on appelle quelque chose. On appelle quoi en fait? C'est même pas une fonction par rapport donc à ce que je t'ai montré précédemment. C'est un objet. Et il n'y a vraiment rien d'autre donc à expliquer sur null parce qu'il n'a qu'une variable null. Ça veut dire elle n'existe pas, il n'y a rien. Voilà. Donc venons-en donc au type objet. Alors, c'est donc le seul type donc composé donc de JavaScript. Il y a des petites nuances donc à savoir au niveau donc des objets, comme par exemple ici je t'ai montré que null était un objet. Je t'ai montré aussi précédemment dans symbole qu'on a utilisé un objet. D'ailleurs, on va appeler donc cette variable un log et on lui fait un type of donc de un objet. Oups. Eh bien, il nous met bien que c'est un objet. Alors, tu peux dire, ok, d'accord, pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu plus, on sait bien qu'il y a des tableaux. Des tableaux, ça s'écrit avec des crochets, tout simplement, où tu peux rentrer plusieurs variables. Ici, on peut par exemple rentrer plusieurs nombres. Eh bien, si tu fais un typeof de ceci, c'est aussi un objet et non pas un tableau. C'est un type composé et dans type composé, eh bien, les tableaux rentrent en compte dans les objets. Voilà, ils sont totalement différents, mais pour autant, ils ont le même type. Il faut tout de même le savoir. Et pourtant, en fait, si on utilise donc des trucs tels que null, on nous dit que c'est un objet, on comprend pas pourquoi, on dit que c'est un type. Eh bien, en fait, ça, c'est juste...
c'est juste véritablement un objet, parce qu'en fait dans JavaScript, c'est un langage donc orienté objet à prototype, et en fait pratiquement tous sont des prototypes, sont des objets, voilà. Il n'y a vraiment que la création donc d'objets, tout est objet. Si on vérifie vraiment loin en fait dans le code, eh bien on verra qu'il y a énormément d'objets donc dans le JavaScript, y compris l'object, qui est une fonction. Voilà. Pour autant, l'object donc est une fonction parce qu'en fait, elle appelle des objets. Donc voilà, donc ceci en fait, si par exemple je fais donc color arguments, et ben voilà, il me met donc que ceci donc est une propriété, ceci est une méthode, voilà. Mais ce sont des constructeurs en fait. Toutes les méthodes que tu vois ici sont des constructeurs, et ça veut juste dire quoi? Ben que en fait c'est un objet. Le type, enfin la fonction objet en fait appelle à un objet tout simplement, mais c'est une fonction. C'est une fonction qui appelle à un objet. Voilà, mais on en parlera un petit peu plus donc dans peut-être donc une autre vidéo, parce qu'en fait le type object est assez complexe et très présent. Cependant, en fait, il faut savoir que voilà, le type donc objet sera beaucoup plus donc vu dans les détails dans une autre vidéo, une prochaine vidéo, parce que ben, tu as bien vu que cette vidéo est déjà assez longue comme ça, et que si je devais te parler donc des objets en plus, eh bien on atteindrait facilement donc des temps irrémédiables. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Juste retiens que c'est le seul donc type composé, donc c'est le type object. Et voilà, on a appris à peu près donc certaines choses sur les data structures. Pour les donc on a vraiment ici parlé que des types. Si tu ne sais pas encore quoi en faire, ne t'inquiète pas, on va voir ça dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc la prochaine ce sera pour les scopes, mais les prochaines vidéos vont parler des opérateurs, et on va commencer à pouvoir jouer réellement avec JavaScript. Donc déjà merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à la prochaine, surtout n'abandonne jamais tes rêves, à la prochaine.